Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, je vous accueille sur ABC Talk dans ce rendez-vous désormais régulier. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes qui ont suivi des chemins d'audace, des chemins même de traverse, qu'ils soient tombés dans la marmite de la création, de la créativité dès leur plus jeune âge, enfants de la balle, ou qu'ils aient découvert leur parcours, leur trajet suite à une épreuve et une révélation. Ces parcours montrent qu'il faut avant tout du courage et de la détermination. Cet épisode s'annonce prometteur et inspirant. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour Danser sa vie. Nous sommes déjà en train de danser avec ce générique. Je suis ravie vraiment d'accueillir deux personnes que j'aime beaucoup. Bonjour Mathilde Guibert, Mathilde YogiFit, et merci infiniment d'avoir répondu présente, d'avoir accepté mon invitation. Comment tu te sens là tout de suite? Eh ben, écoute, bonjour Gaëlle, ravie d'être ici sur ce plateau. C'est une première, donc Je suis ravie. merci. Je pense que ça va être une très chouette expérience. Ça va très bien. Petite pointe de stress avant d'arriver, mais je suis confiante. On est bien, on est à l'aise, donc j'ai hâte de cet échange. Bienvenue à la maison ABC Talk. Merci. Bonjour Fabien Ruiz. Bonjour, Merci Gaëlle. Fabien d'avoir accepté mon invitation. Avec Ça fait plaisir. longtemps qu'on se connaît et tu as répondu déjà à plein de mes invitations. Donc merci de me suivre dans toutes ces expériences Mais c'est toujours un bonheur. médiatiques et autres. Alors, Mathilde, professeure de yoga, C'est ça. créatrice de contenu, influenceuse. Je sais que tu n'aimes pas trop le mot, mais justement, je te titille un petit peu. Créatrice de Solstice Events, voilà, une entreprise voilà, qui propose des événements. Et toi, Fabien, claquettiste, chorégraphe, coach, avec un parcours assez incroyable. Et aujourd'hui, je vous ai réunis parce que pour moi, vous êtes deux personnes audacieuses. Fabien, c'est quoi pour toi l'audace? L'audace, c'est de se lancer dans une direction qui n'était pas prévue au départ. Donc, ça a été effectivement mon cas, puisque moi, depuis tout petit, j'étais parti vers le cinéma. Donc, en faisant des petits films d'abord, avec la caméra amateur empruntée à mon papa, et puis que je faisais dans ma chambre, ce qui me prenait toutes mes journées entières, pendant que les copains s'amusaient à divers jeux, au foot ou ailleurs. Moi, j'étais enfermé à construire des maquettes et à les filmer, image par image. Et puis, après une école de cinéma, le service militaire en tant que réalisateur au service cinématographique. Donc, vraiment, le cinéma. Et mon premier contrat, c'était Antenne 2, donc oui, France ouais. 2. Et puis, un jour, j'ai mis le pied dans un cours de claquettes. Et donc, l'audace, elle est là. Ouais. Elle est de tout arrêter, alors que je réalise des documentaires, des publicités, et de tout arrêter pour devenir claquettiste, être sur scène et devenir artiste. Et toi aussi, tu as fait ce switch-là, en tout cas ce pas de côté ou grand pas en avant. Mathilde, toi, tu étais assistante sociale en fait dans une maternité, c'est bien ça? C'est ça, Ouais. donc c'est vrai que là, alors, on a un parcours qui est forcément différent, on vient de domaines très différents, mais pour autant, je me retrouve pas mal dans ta définition de l'audace. Donc oui, moi, je viens du social, donc j'ai exercé pendant 10 ans, donc sur deux postes différents, dont effectivement le second dans une maternité parisienne, un métier passion que j'ai adoré, que j'ai toujours aimé, en tout cas exercer. Et moi, un jour, j'ai mis les pieds dans un cours de yoga. Voilà. Et en sortant de ce cours, je me suis dit, oh, je me verrais tellement prof de yoga. Voilà. C'est comme ça C'était que tout a le tout commencé. premier, je n'y connaissais rien. Mais voilà, en tout cas, sur le coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, je suis assez d'accord avec ta définition de l'audace. Et j'ajouterais que c'est aussi effectivement savoir finalement s'écouter, écouter un petit peu les petits signes, là, ce qu'on a dans les tripes, ce qui vient résonner. Et en effet, oser finalement prendre un chemin qui est complètement différent. Et c'est bien ce que tu viens de dire, écouter ce qu'on a dans les tripes. Ouais. Parce que si on écoute les sons extérieurs d'autres personnes, ils diront mais non, tu peux pas faire ça, c'est de la folie. Surtout quand on a déjà un métier bien établi, qu'on gagne sa vie,
qu'on a un chemin qui devrait progresser dans ce domaine-là. C'était ton cas, toi, au moment où oui, tu as bien rencontré sûr. Claquette, tu avais En tant que déjà une voie réalisateur, tracée. j'avais un très bon salaire sur les différentes. Quand on fait de la publicité, on est bien payé. Et d'un seul coup, je deviens prof de claquettes et très très vite, je me mets à monter des petits numéros de claquettes et après c'est les hasards de la vie, les rencontres qui sont très 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 importants. Le hasard est un élément extrêmement important qui fait que très vite j'ai été sur scène. Dès ma première année en tant que prof de claquettes, en fait je suis devenu prof de claquettes parce que la prof avec qui je prenais les cours a décidé de déménager dans le sud de la France. Et il y avait besoin de... Moi, j'étais à Paris, les cours étaient donc en région parisienne. Et comme je me débrouillais pas mal, bah forcément, j'en faisais 3 heures tous les jours chez moi, tellement c'était une passion. Donc le petit cours hebdomadaire ne me suffisait pas, mais elle a vu les progrès, elle m'a dit, tu veux pas me remplacer. Et quand je suis devenu prof, ma première année en tant que prof, il fallait faire un spectacle de fin d'année. Donc je fais des spectacles pour les différents cours de mes élèves, les débutants, les moyens, les avancés, etc. Mais je monte un petit numéro avec un élève qui était le seul garçon d'ailleurs dans le cours, qui était saxophoniste, qui jouait du saxophone jazz, et on monte un numéro saxophone claquette. Et le hasard, c'est que dans la salle, il y avait un agent artistique qui était là et qui faisait tourner des artistes sur le podium Ricard, enfin sur des tas comment on appelle ça, de l'événementiel et tout. Et à la fin, il est venu me voir en disant votre petit numéro, là, il est formidable, moi je peux le faire tourner si vous êtes d'accord. Et du coup, dès l'année d'après, on avait 40 dates. Et donc c'est parti comme ça, plus le saxophoniste qui m'a branché sur des orchestres de jazz, etc. Et donc c'est pour ça que si j'avais écouté des tas de gens qui n'osent pas, parce que lui, par exemple, le saxophoniste de jazz, il avait un autre métier, et on en avait beaucoup parlé, il m'a dit, mais moi je ne deviendrai pas artiste, parce qu'il travaillait dans l'informatique, ingénieur en informatique, alors qu'il jouait très très bien. Donc c'était la sécurité peut-être aussi. Voilà, il avait été clarinettiste classique, mais toujours en amateur, mais niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il jouait comme un professionnel, mais il n'avait jamais osé, eu l'audace justement. Et moi, c'est vrai que j'ai même pas réfléchi au salaire en tant que réalisateur. J'avais un très bon niveau et je suis venu tout en bas, mais parce que par contre, j'avais l'amour et la passion d'une nouvelle chose qui était... Après, je m'en suis rendu compte qu'était évidemment la pédagogie, mais surtout l'incroyable chance et bonheur que d'être artiste face à des spectateurs sur une scène. Et c'est un peu la même chose. Le hasard, toi Mathilde, il te conduit en Thaïlande en fait. Enfin, le hasard de la rencontre, c'est-à-dire de ta formation qui est financée par une entreprise en fait. C'est ça. Et qui t'envoie en Thaïlande où là, tu apprends pendant 1 mois, c'est ça, tu restes en Thaïlande, yoga 6 jours sur 7. En fait, pour la petite anecdote, en janvier 2019, donc voilà, janvier, un peu les bonnes résolutions, quels sont un peu les vœux de l'année, on va dire, les projections de l'année. Et sur mon compte Instagram, je dis, moi, si j'avais un vœu pour cette année, finalement, ça serait d'oser aller me former au yoga, passer à mi-temps sur mon poste actuel, et puis voilà. Et en fait, depuis 2018, je suis partie des ambassadeurs GoSport. Et donc voilà, ils essaient de monter en tout cas une team avec des sportifs qui viennent de domaines différents. Ils n'avaient pas de prof de yoga. Donc la personne avec qui je travaille le plus m'appelle et me dit, écoute, j'ai vu ce que tu disais sur les réseaux. Et pourquoi pas en fait. Nous, on est aussi là pour vous accompagner dans vos projets individuels, dans vos challenges individuels. Donc nous, on veut bien t'accompagner sur ce projet, t'aider à financer la formation. Et après, voilà aussi travailler avec toi sur ce projet yoga. Donc bon, elle me dit ça, pendant 6 mois, j'ai fait un peu la morte, sans donner vraiment de suite, et en même temps en parlant beaucoup autour de moi, et donc forcément, on a des avis très différents. Et puis bon, un moment, c'était en plein été, juillet ou août, juillet, je crois, je me dis, bon allez, on y va. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Donc voilà, je lui envoie un petit SMS, ok, on y va. Et puis voilà, et puis du coup, le lendemain, je vais voir ma responsable à l'hôpital en lui disant, voilà, ça y est, j'ai décidé, j'ai ce projet-là.
mon plan idéal, je te le pose sur la table. Ta vision, en fait, Voilà, tu posé tu ton me intention. dis ce qui est et ta vision. possible et je lui dis, voilà, moi, je veux rester vraiment sur mon poste à la maternité. Je veux même pas qu'on me change de poste dans l'hôpital. Je veux que tu me passes à mi-temps. On trouvera quelqu'un d'autre. Enfin, et en l'occurrence, il se trouve que c'était une personne très sensible, justement, qui pratique le yoga, enfin, avec qui on avait beaucoup d'échanges à ce sujet-là et en fait, qui a trouvé le projet génial. Et elle m'a dit, ok, on va faire en sorte que ce soit possible pour toi. Et donc, dans la foulée, j'ai trouvé un centre de formation. Je me suis dit, quitte à vivre cette expérience, à ce moment-là, voilà, je vivais seule, j'étais célibataire, j'ai pas d'enfant, donc ça n'allait impacter personne d'autre que Tu moi. pouvais y aller, tu pouvais Voilà. davantage y aller en tout cas. Donc je me suis dit, plutôt que de me former à Paris, après une journée de formation géniale, reprendre le métro, retrouver le train-train quotidien et les petits soucis du quotidien, en fait, je préfère carrément partir à l'autre bout du monde, un mois complet. Je ne l'ai jamais fait, en plus toute seule. Donc voilà, on va faire en sorte que ce soit vraiment une aventure complète. Et voilà, sur certaines recommandations, donc j'ai choisi le centre de formation et je suis partie sur la petite île de Koh Phangan en Thaïlande en janvier 2020. Super, alors on te voit là depuis tout à l'heure, il y a des photos qui défilent derrière nous et je trouve ça beau de cette vision qui est devenue réalité. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent et qui se demanderaient mais moi comment je peux avoir cette audace et qui semble peut-être, enfin pour qui vos parcours sont peut-être inaccessibles, hein, parfois on voit aussi la face voilà, visible de l'iceberg. Est-ce que poser sa vision, poser une intention, visualiser en fait ce serait déjà un premier pas? Comment l'un et l'autre vous voyez les choses, Fabien? Moi c'est un petit peu... j'ai refaussé, c'est peut-être pas le mot, le fait de devenir artiste, c'est parce que j'avais déjà la vision par le passé familial. Ouais, alors toi, tu es un enfant de la balle. Hein. Voilà, par mes parents et mes grands-parents. Ouais. Et du coup, moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas ce qu'étaient les autres métiers, en fait, parce que moi, mon père étant auteur de chansons, il travaillait à la maison, dans son bureau, il écrivait des chansons, il y avait des compositeurs qui venaient, il y avait tout le temps de la musique. Ma maman était professeure de piano, donc musique classique. Mon père, lui, c'était la variété, comme on disait avant. Et puis, il y avait très souvent des chanteurs qui passaient à la maison, des chanteuses. Donc, j'entendais de la musique classique, j'entendais de la chanson française. Et puis je regardais mon papa à la télévision, qui de temps en temps passait dans des émissions parce qu'il était très ami avec tas de chanteurs. C'est l'époque où dans les années 70, il y avait beaucoup d'émissions de variété avec beaucoup de monde dedans, c'est-à-dire où les gens ne venaient pas vendre un disque ou vendre un concert. Ils venaient juste pour participer. On parle toujours des fameuses émissions de Marité Gilbert Carpentier. Ça c'est après, mais il y en avait déjà bien avant. Et donc mon père était souvent amené, comme il avait été chanteur aussi, avec Edith Piaf, lui avait demandé de chanter pendant 3 ans. C'est lui qui a écrit d'ailleurs Il a écrit 17 chansons pour Edith Piaf, la plus connue étant La Foule, bien sûr. Mais il avait été chanteur avant, parce que mes grands-parents avaient un orchestre, il était chanteur dans l'orchestre de mes grands-parents. Et puis Edith Piaf adorait mon père et elle lui dit « mais je veux absolument que tu sois dans ma première partie ». Donc il y a eu dans la première partie, il y a eu Georges Moustaki, il y a eu pas mal d'artistes qui sont passés, mais qui ne faisaient qu'une saison. Et lui, il est un peu le champion de la durée, puisqu'il a fait un peu plus de 3 ans, les premières parties d'Edith Piaf en tant que chanteur. Mais moi, quand je suis né, il n'était plus chanteur, il était vraiment auteur. Il écrivait. Mais je l'ai vu dans des émissions comme ça, je le regardais. Donc moi, c'était la logique qu'un papa soit dans la télé et qu'une maman joue de la musique classique et que des grands-parents soient violonistes, musiciens. Quand on allait chez mes grands-parents... ils étaient déjà à la retraite, mais il y avait des instruments partout. Il y avait une percussion sud-américaine dans le salon sur laquelle mon frère et moi on jouait tout le temps. Donc je baignais dans un univers quand même... Mais tu aurais pu ne pas avoir envie, par exemple, d'être artiste, parce que dans certaines familles, ça peut aussi se passer. C'est-à-dire, il y a tout ce poids qui pourrait être aussi un conditionnement, en fait, et de ne pas avoir envie de... Pour être encore plus précis, ma maman nous a très vite mis au piano, mon frère et moi. Moi, ça a duré 5 minutes. Mon frère, ça a duré 15 ans. Il a fait le cours de piano classique. Moi, je n'ai pas du tout adhéré. Mon père a essayé de m'apprendre la clarinette. Pareil, ça a duré 1 heure. Parce que moi, je voulais faire du cinéma et que la musique ne me parlait pas du tout. Et c'est après, quand j'ai commencé à avoir des chaussures de claquettes sous les pieds, que là, d'un seul coup, je me suis rendu compte, si, en fait, je fais de la musique. Et que là, d'un seul coup, je me suis aperçu
Donc c'est arrivé par une autre musique qu'est le Ouais. jazz. Parce qu'il n'était pas la musique de la chanson française, de la variété, qui n'était pas le piano classique. Et là, je me suis aperçu effectivement. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai que la vision, elle était déjà là depuis que je suis né en fait. Pour moi, c'était normal. Je vais dire un truc qui va paraître certainement hallucinant, mais mon père n'a jamais eu de salaire, puisque quand on est auteur ou compositeur, on a des droits d'auteur. Donc moi, je ne savais pas ce qu'était un salaire. Et quand j'ai entendu à l'école, quand on arrive en première terminale, j'entendais le mot fac. Je ne savais pas ce que c'est qu'une fac. Et donc après, j'ai compris que c'était faculté, mais je ne voyais pas du tout à quoi ça correspondait. Parce que mon père, C'était pas il ton est né univers dans de l'orchestre, je veux dire, à référence, ouais. 5 ans, ça y est, il suivait l'orchestre de ses grands-parents. On est dans la fin des années 20, les années 30, il tenait un instrument dans les mains, il est devenu musicien et les choses se faisaient comme ça. Et ma grand-mère, violoniste, ça a été pareil. Et mon grand-père qui venait d'Espagne, né en 1892, tout se faisait, il y avait pas, on n'allait pas étudier, on n'allait pas... et donc, je ne savais pas ce que c'était, j'entendais le mot chômage, j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que c'était le salaire, le chômage. Parce que pour moi, on était artiste, on était musicien, donc je savais que je voulais faire du cinéma, ça oui. Donc, puis là, on m'a dit, ah oui, mais il faut faire une école, il faut un diplôme, il faut le bac. Et tout. Ah bon? Donc j'ai fait ma scolarité, j'ai eu le bac, j'ai eu mon diplôme de réalisateur, mais Donc toi, pour... tu es rentré après, en fait, presque dans le moule plus Oui, traditionnel, voilà, c'est ça. alors que Mathilde en est sortie. Oui, exactement, exactement. Ok. Exactement, c'est ça. Et du coup, justement, Mathilde, toi, t'as dessiné ta vision quand tu as vu le yoga, quand tu as été à ce premier cours de yoga et que tu t'es dit, en fait, est-ce qu'il y avait une direction comme ça? Ou même quand tu as créé ton entreprise, par exemple, Solstice Event, est-ce que c'est important pour toi, cette vision-là, d'en avoir une? Est-ce que, voilà. Alors moi, jusqu'à présent, finalement, jusqu'à ce que je sois vraiment complètement indépendante, entre guillemets, j'étais pas du tout quelqu'un qui se projetait. C'est quelque chose qui m'effrayait en fait. Voilà, se projeter, c'est quand on te pose cette fameuse question, et dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Je ne sais pas, vraiment, j'en ai aucune idée. Et en même temps, au tout départ, on va dire que jusqu'à ce que je commence à être assez présente sur les réseaux, c'est un peu là où j'ai compris qu'il y avait un peu un champ des possibles, parce que ça m'a fait rencontrer énormément de personnes très inspirantes, découvrir plein de sujets, enfin voilà, plein de choses que je ne connaissais pas. Donc c'est là que j'ai un peu commencé à me dire, ah oui, en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin et en fait, on peut faire quand même énormément de choses. Mais avant ça, c'était, voilà, j'étais assistante sociale, j'ai adoré mon métier, je l'avais vraiment choisi, on ne me l'a pas imposé, Ouais. je m'éclatais dans ce que je faisais, voilà, ma projection, c'était éventuellement, est-ce qu'un jour, j'allais devenir, je sais pas moi, chef de service ou pas, enfin voilà, mais en gros, ça s'arrêtait là. Donc, c'est vrai que les projections, au début, j'en ai vraiment pas eu. Après, c'est vrai qu'avant ce fameux premier cours de yoga, j'étais très investie plutôt dans le sport. Bon, le yoga n'est pas considéré comme un sport, mais dans le sport plus traditionnel, on va dire. Donc, je faisais beaucoup de fitness, j'allais beaucoup en salle de sport. J'étais la nana qui, tous les 2 jours, le soir, était à la salle de sport. Pour quelqu'un qui séchait les cours à l'école, c'est quand même fort. Ou sécher les cours de sport? Tu séchais les cours de sport, non? Ah non. Je t'ai entendu dire ça. Ah, tu vois, Je t'ai entendu me dire. Oui, c'est vrai que... Ah oui, alors les non. cours de non. sport, oui. Les J'aurais cours dû d'EPS, Ouais. vraiment, j'étais celle qu'on choisissait en dernière dans son équipe, qui se planquait tout le temps. Dès que je pouvais ne rien faire, je ne faisais pas. Et c'est vrai que, pour la petite anecdote, j'ai séché mon bac de sport. Je ne sais plus si c'était je sais plus en quelle année on passe ça, en première ou en terminale. Une partie, en tout cas, du bac, j'avoue que je l'ai séché. Pour montrer aussi parfois qu'on peut retourner et revenir mais sur bien des... sûr, mais complètement. Et enfin, moi, je sais que j'ai un papa qui est très, très, très sportif. Vraiment le genre de sportif que j'admire et pour moi qui est, entre guillemets, un vrai sportif. C'est-à-dire, c'est le sportif qui fait son sport sans en parler à personne. Aujourd'hui, parfois, on fait du sport, on se motive parce qu'on va aller en parler sur les réseaux. Mon père, voilà, il va faire son jogging, sa course à pied, ses randos... ça marche, il n'écoute même pas de musique, il n'écoute rien, juste il est dans son sport et voilà. Mais donc je pense qu'il est sûrement content de voir qu'aujourd'hui, même moi et ma sœur d'ailleurs, on est plus sportifs qu'on ne l'était quand on était plus jeune, un peu des cas désespérés.
Même si moi, enfin, d'ailleurs, ma sœur aussi, on a fait de la danse depuis toute petite et moi, j'en fais encore. Pas des claquettes. Mais du coup, pour revenir à ta question de la vision et de la projection, donc moi, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose, une notion qui n'était pas du tout familière. Et un jour, et en fait, justement, ce jour où j'ai compris que parfois, quand tu verbalises les choses, soit que tu l'écris, soit que tu le verbalises, et parfois, ça plante une petite graine. Et voilà, il peut se passer des choses assez incroyables. Donc maintenant, j'ai pris un peu plus cette habitude de verbaliser, vraiment d'oser, même si c'est des projets un peu fous, mais d'oser dire, voilà, je me verrais bien faire ci, je me verrais bien faire ça. Puis on va bien voir ce qui se passe. De l'ouvrir en tout cas à l'extérieur, c'est ce que ça. tu dis, l'extérieur t'ouvre-toi des perspectives dans ce que je comprends. C'est-à-dire au moment où tu vois les réseaux, tu dis il y a toute cette vie possible, donc peut-être ça c'est un conseil aussi qu'on peut donner aux personnes, bien d'ouvrir les horizons, tout comme toi, maman, tu rencontres les claquettes et que ça ouvre quelque chose. Surtout qu'en fait c'est une histoire de rencontre finalement. C'est-à-dire que si on reste un peu auto-centré, un petit peu fermé et qu'on garde finalement pour soi toutes ses envies, tous ses rêves, alors il peut se passer de très belles choses quand même, mais en tout cas, parfois, en partageant, il va y avoir une personne qui va nous lire, qui va nous entendre, et avec qui ça va résonner. Et puis, en fait, c'est une histoire de rencontre. On va peut-être rencontrer une personne avec qui on va échanger, puis il va se créer quelque chose, il va se passer quelque chose, et c'est quand même souvent des histoires de rencontres, mais ces rencontres, elles peuvent avoir lieu que si finalement, on donne aussi accès aux gens. Parce qu'on ne peut pas les prévoir, ces rencontres-là. Tout à fait. On peut pas se dire, ah bah oui, tiens, moi, dans 1 an, 2 ans. Moi, ça a été le cas, par exemple, par rapport au fait de jouer sur de la musique classique. Oui. Moi, je fais des claquettes, donc les claquettes, on prend un cours de claquettes avec un professeur qui met une musique absolument traditionnelle par rapport aux claquettes, donc c'est souvent du jazz, bien sûr, surtout à l'époque où j'ai commencé moi, au milieu des années 80, et puis il mettait aussi d'ailleurs, et moi-même en tant que prof, je mettais aussi des musiques un peu de l'époque, c'est-à-dire je mettais Madonna, Jean-Jacques Goldman, Michael Jackson, parce que c'est intéressant aussi de voir le phrasé qu'on peut faire en percussion sur ce genre de musique, comme maintenant les profs actuels font des claquettes sur de la techno, et jamais je me serais dit, mais moi ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment des claquettes sur du Vivaldi, sur du Bartók, sur Stravinsky. Mais non, on ne se le dit pas ça. J'ai envie de faire un duo avec une harpiste. C'est le hasard total, des rencontres qui font que d'un seul coup, chemin à un moment donné. Il y a quelqu'un qui vous voit et qui vous dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Parce que moi je suis harpiste et ça m'intéresserait beaucoup de travailler avec vous. Et je me souviens à Marielle Nordman, donc pour la citer, puisque c'est cette grande harpiste internationale que j'ai rencontrée tout à fait par hasard. Moi, j'avais un trio de jazz. Je jouais avec mes musiciens dans les clubs de jazz. Je faisais beaucoup les clubs de jazz à Paris. Et puis, il y a Claude Carrière qui nous programme dans son émission Les Démons de Midi sur France Musique. J'y vais avec mon trio. Et dans la même émission, qui était une émission qui durait 2 heures, il y avait Marielle Norman, que je connaissais de nom, par évidemment les liens avec la musique classique, etc., de ma maman. Et elle vient me voir à la fin en me disant, c'est formidable ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà fait des claquettes avec de la harpe? Donc déjà, non, mais elle pouvait pas. Elle pensait qu'effectivement que c'était que tous les claquettistes jouaient sur de la musique classique. Donc je lui dis non, jamais. Elle me dit, est-ce qu'on pourrait imaginer? Je dis, bien sûr. Et après, je me suis aperçu très vite au cours des années qu'en fait, je disais tout le temps oui. La dernière chose un peu originale que j'ai faite, c'est de jouer avec un chanteur haïtien. Pareil, une histoire de rencontre par le biais d'une amie, etc. Et donc, c'était il y a 2 mois au Festival de musique du monde à Bayonne. Et donc ce chanteur qui chante en créole, des chansons à partir d'un répertoire de musique haïtien avec un percussionniste, un guitariste. Et donc, me voilà embarqué dans ce truc-là. Mais après, je regarde sur mes 35 ans de carrière, j'ai fait de la musique turque, de la musique avec des harpes colombiennes, sur du rap plusieurs fois, avec des tas d'artistes et de musiques différentes. Et en fait, c'est là où très vite, je me suis aperçu qu'en fait, les claquettes, la fameuse comédie musicale, qu'on adore tous, Jane Kelly, Fred Astaire, Eleanor Powell, Ginger Rogers, on est tous fans. Moi, le premier de ça, les spectacles à Broadway, à Londres, qui est vraiment la tradition des claquettes, en fait, c'est 10% des claquettes.
Sauf que c'est ce qu'on connaît le plus ce qu'on parce connaît, qu'il y a c'est le ce qui est, cinéma, c'est ce qui est visible. parce qu'il y a le Ouais, visuel, il y a les grands bien sûr. spectacles sur scène, il y a les affiches, et il y a surtout le cinéma qui est une mémoire incroyable de l'art. Sauf que le cinéma a fait entre guillemets un peu de mal aux claquettes puisqu'elle a figé un certain type de claquettes. Alors que je me suis aperçu que dans les années 40, il y avait des claquettistes qui faisaient des claquettes sur la musique classique aux États-Unis. Sauf qu'ils n'ont pas été filmés. Du coup, Il c'était faut aller chercher dans les moins archives, il faut visible, il s'intéresser. fallait aller, Oui, oui. faut aller rechercher, Et qu'il y a peut-être, voilà, fouiller et un petit qu'après, peu quand plus. on s'intéresse vraiment à l'origine des claquettes, bah, il y a eu des branches qui se sont séparées et qui ont donné le zapateado en Espagne ou qui ont donné cette tradition au Maroc de faire des claquettes sur des espèces de tambours de métal ou les gumboots, par exemple les bottes en caoutchouc en Afrique du Sud. Donc il y a plein de choses, mais que le cinéma n'a pas mis en valeur. Donc c'est pour ça qu'on ne connaît qu'un certain type de claquettes. En tout cas, tu as su dire oui aux Mais j'ai expériences, toujours dit aux oui. opportunités. On Est-ce m'a que toi, fait faire une fois, excuse-moi, parce Non, que c'est vas-y, quand même vas-y, dans je les t'en anecdotes prie. hallucinantes, quelqu'un qui me demande est-ce que je vais t'engager, c'était un percussionniste, et il me dit je dirige un festival et j'ai une idée pour toi, tu sais que tu vas faire un duo avec une moto. Je dis comment ça une moto? Bah avec le moteur de la moto, c'est un moteur à 4 temps et si ça te branche bien sûr, je dis mais bien sûr, moi tu sais que je suis d'accord pour tout. Et on a fait donc ce fameux numéro sur scène. C'était un festival justement de l'original, de l'extravagant. Dans ce festival qui durait une semaine, il y avait un match de foot sur un terrain en pente par exemple, des choses un peu comme ça. Et donc moi voilà, j'ai fait un duo avec une moto. T'as Donc lui, redit il oui à la tournait moto. ça accélérait, je faisais et tout ça allumé, éclairé que par le phare de la moto. C'était donc à la fois très beau, très original et voilà. Et toi, Mathilde, est-ce que tu te reconnais dans cette attitude d'ouvrir les bras grands ouverts et dire oui aux opportunités? Est-ce que ça, c'est aidant? Est-ce que ça pourrait être aussi un tips pour travailler notre audace que de dire oui à ce qui se présente? Bah, complètement, complètement. Et effectivement, voilà, avoir cette ouverture d'esprit, on s'engage sur un chemin, dans un domaine, et en fait, on a énormément à apprendre. Et finalement, on est dans des, dans des domaines qui sont très différents, mais en fait, dans lesquels il y a tellement de possibilités. Et je vois bien avec le yoga, voilà, j'ai été formée à une certaine pratique, à une certaine forme, entre guillemets, de yoga. Il y en a bien d'autres. Et petit à petit, voilà, l'idée, c'est aussi de découvrir voilà, toutes ces pratiques. Mais Parce qu'on dit yoga souvent de manière générique, c'est un mais en fait, fourre-tout. c'est un fourre-tout, voilà. C'est un peu un fourre-tout. Le yoga, on va avoir, on va avoir déjà l'image. Alors, souvent, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont penser que le yoga, c'est quelque chose d'ennuyeux, où il se passe finalement pas grand-chose. C'est un peu Ariel Dombal dans On en vient dans la ville, quoi. Ou alors Avec Maître Dong. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ou alors, on va avoir l'image qu'on voit beaucoup sur Internet, finalement, de choses très acrobatiques et pas du tout accessibles. Ouais. Alors finalement, c'est un peu les deux extrêmes, et les deux sont du yoga, mais entre les deux, il y a un monde, en fait. Et il y a des pratiques possibles pour tout le monde, et même, on ne pratique pas de la même manière d'un jour à l'autre, selon son humeur, selon son état physique, selon ses envies. On peut pratiquer un yoga extrêmement dynamique, très cardio, très engageant, acrobatique en effet. On peut être sur des choses beaucoup plus douces. Il y a des pratiques qui sont presque assez thérapeutiques, très conseillées par les kinés, par les ostéos, comme l'Iyengar par exemple. On peut avoir des pratiques où on travaille énormément l'assouplissement, l'étirement avec du yin yoga. Enfin, donc on peut tous y trouver son compte, ouais, parce que parfois, là, quand moi j'entends yogi fit, je me dis, oulala, fit, est-ce que je vais pouvoir faire ça, moi? Alors, c'est vrai que j'ai gardé cette petite particule à la fin, parce que, voilà, comme je disais, moi je viens quand même plutôt du monde du sport, où voilà, où on se donne, où on se fait un peu mal, quoi. C'est ton énergie, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai de base une pratique qui est assez engageante. Une pratique où on va transpirer, on peut avoir des courbatures, où on va se tonifier, on peut même voir son corps un petit peu finalement changer au fur et à mesure de la pratique. Mais ceci dit, il n'y a pas que ça. Et donc, dernière petite parenthèse, après je reviendrai à ta question, mais aussi dans la définition du yoga, souvent on imagine que le yoga, c'est que la pratique physique. Et d'ailleurs, souvent, c'est un peu la porte d'entrée. Voilà, on veut faire du yoga, donc on va prendre un cours et voilà, c'est la pratique physique. Sauf qu'en fait,
le terme yoga, c'est un terme un peu général, mais le yoga, c'est pas que la pratique physique. La pratique physique, c'est une branche, mais le yoga, c'est la méditation, c'est des techniques de respiration, c'est une façon de Une philosophie de s'alimenter, vie aussi, c'est ça, une façon de une vivre. façon de communiquer Mm. avec les gens. C'est voilà, c'est une philosophie, et dans cette philosophie, il y a la pratique physique, et c'est assez intéressant de rentrer par la porte de la pratique physique et après de s'ouvrir au reste. Et donc, pour revenir à ta question initiale par rapport au fait de saisir un peu les opportunités, d'être ouvert aux propositions, aux idées qu'on va pouvoir recevoir complètement. Et là, par exemple, la première idée qui me vient, je me souviens d'il y a peut-être une année, un peu plus, un copain qui m'appelle et qui me dit: «Ah, j'ai 2 potes qui ouvrent bientôt, ils sont en travaux, mais un espace studio, yoga, sport, tout à fait ce que tu aimes, ce qui te correspond». Je les appelle, ils n'avaient pas fini les travaux. Ensuite, je suis allée, quand c'était terminé, on s'est rencontrés, j'ai visité. Bon, ben, de là, finalement, on commence à créer des événements autour du yoga ensemble, etc. Et puis un jour, ils disent: «Oh, on a des potes, là, ils ont ouvert un bar, une brasserie juste à côté, et puis ils brassent leur propre bière. Ah, mais pourquoi on ferait pas un yoga dégustation de bière? Ah bah si, bah on va aller prendre un verre chez eux, on va leur en parler, etc.» Et puis Et voilà. on s'est retrouvés à faire du yoga et après à faire une dégustation de bière. Et en fait, il y avait finalement des protagonistes qui à la base auraient pu ne jamais se rencontrer, et puis en fait qui sont là, et voilà, et on crée des choses qui peuvent être passionnantes, un peu originales. Bientôt le yoga avec la moto. Mais pourquoi pas? En buvant de la bière. Bah Pourquoi écoutez, pas pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je serai passagère, mais Non, mais c'est vrai que tout est possible, tout est absolument tout. Et possible. c'est surtout ce qui est très joli dans ce que tu viens de dire, justement, par rapport à ses amis qui ont une brasserie, etc., c'est de sortir toujours des stéréotypes, quoi. Oui, oui. Parce que les D'autres- stéréotypes sont quand même très, très réducteurs. Mm. Tout à fait. Complètement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours cru, parce que comme j'étais très amateur de cinéma, encore une fois grâce à mes parents qui nous emmenaient enfants voir énormément de films, dont des comédies musicales, donc je voyais des gens faire des claquettes, je ne savais pas qu'un jour j'en ferais bien sûr. Mais pour moi, quand j'ai commencé à faire des claquettes, c'était lié à la comédie musicale. C'est-à-dire les claquettes, c'était même à tel point que c'est pour ça que je ne faisais pas de cours au début. Moi, j'ai commencé mon premier cours à 22 ans, alors que j'aurais pu en faire bien avant. Mais parce que pour moi, c'était comédie musicale, donc américain, Ouais. et années 30-40. Donc ça fait belle lurette que les claquettes n'existaient plus. Et puis il fallait de toute façon traverser l'Atlantique pour en faire. Ouais. Jusqu'au jour où dans la boîte aux lettres, chez moi, dans ma banlieue, il y a un petit La papier de la MJC synchronicité. du coin avec les différents cours de peinture sur soie, de réflexion de fauteuil, de yoga, de danse classique, de claquettes. Oh, il y avait des claquettes en France. Là, en plus, à côté de chez moi. Et du coup, je suis allé m'inscrire. Mais après, c'est très vite, je me suis dit, mais moi, je vais très très vite montrer que les claquettes, ce n'est pas de la comédie musicale. Les claquettes, c'est un élément de la comédie musicale. Dans la comédie musicale, il y a la danse, il y a la comédie, il y a la musique, il y a un scénario, il y a des histoires, il y a des tas de petites choses construites comme dans n'importe quel style cinématographique. Mais les claquettes, c'est juste un des éléments. Mais on ne peut pas dire, parce que combien de fois j'ai entendu ça, quand vous faites quoi comme métier? Bah, je fais des claquettes et tout. Ah bah oui, comme Fred Astaire, Ouais, comme bah Jet oui, Li. c'est les références qui Ce viennent qui est tout de normal, suite. Ou ce comme qui est le yoga, normal, ce que tu j'aurais disais dit moi Mathilde, ouais. avant aussi. Mais moi, j'essaie justement de faire connaître tous les autres, tous ceux qui n'ont pas fait de comédie musicale, mais qui ont fait toute leur vie un métier de claquettiste, et qui n'est pas le terme danseur de claquettes, du coup. C'est pour ça que j'ai inventé ce mot, enfin, je ne l'ai pas inventé, mais il n'est pas dans le dictionnaire. Claquettiste, c'est pas dans le dictionnaire. On dit toujours danseur de claquettes. Donc, par rapport à ce que tu dis du yoga, avant que tu cites cette histoire de bière, là, je me disais, mais On en va fait, rester mais non, mais là-dessus. c'est vrai que le yoga, en fait, tu peux en faire dans n'importe quel décor, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle circonstance. Tout à fait. Tu peux le placer avec n'importe quel... Et sur scène, ça peut devenir sur scène à côté d'une chanteuse lyrique, à côté de je ne sais pas quoi. Côté Les de mélanges. Gaël. C'est vrai. On était sur une Oui, scène c'est il y a vrai. quelques mois. Sur le pour, champ de Oui. Mars, ouais, à Oui. mélanger, c'est Pour vrai, la méditation Parisienne, et voilà. le yoga. On Et moi, c'est était- vrai que ça, c'est une chose, quand on m'a appelé pour régler, par exemple, des claquettes, des numéros de claquettes, avec, j'avais fait le Cirque du Soleil, par exemple, pour une jongleuse ukrainienne qui jonglait au sol avec des balles. Donc, il y avait un rythme, avec 7 balles, donc ça va tout.
Et en même temps, donc, Tu pouvais, je lui toi, apprends une rythmique de claquettes, des Mm. pas de claquettes pour tac, 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 pour accompagner. Après, j'ai fait avec d'autres jongleurs, et puis avec des magiciens, et puis une artiste formidable qui faisait du mât chinois. Donc, elle est sur ce très, très grand mât. On dit, mais comment on va faire du claquette? Et c'est elle qui a eu l'idée de construire une plateforme arrivée en haut du mât. Elle a construit une petite plateforme en bois circulaire. Et donc, comme elle était artiste du mât chinois, donc elle savait tout faire, hop, elle se met à l'envers et elle fait des claquettes au plafond. Donc là, c'est Sur vraiment ce- le lien avec la créativité aussi. Ce que tu Mais dis, c'est exactement. qu'il faut être ouvert dans sa Et donc, pratique et bien la et donc connaître les claquettes, pour finalement, créer. ben, on peut tout Mm. faire avec des claquettes, sur toutes sortes de musique et dans tous les styles, etc. Tout en gardant, bien sûr, l'image de Oui. ce qu'on m'a demandé pour The Artist, puisque The Mais on y Artist, c'est reviendra, vraiment ça. bien Voilà, sûr. ça se Ouais. passe en 1932, le moment de la fin du film. Donc on est pile au moment où les claquettes explosent au cinéma. Mais à côté de ça, pour moi, c'est aussi un bonheur de faire des claquettes sur des musiques qui n'ont rien à voir, même sur des sols qui ne sont pas un plancher et qui sont... Une fois, on m'a fait faire des claquettes dans une usine en Allemagne, dans des citernes. Je me suis retrouvé Il a dans fait une des claquettes citerne. partout, ouais, bien, Ah, mais c'est pratique. complètement, dans de l'eau, sur Ouais, du ouais. sable, dans l'herbe, mais absolument Mais partout. Mathilde aussi, toi, Et on tu trouve fais toujours à des pas mal de astuces. choses dans les événements aussi. Il y a pas mal de, quand on voit un peu tout ce que tu as proposé ces dernières années, parce qu'en fait, ton entreprise est assez récente. Oui, elle a 1 an. Et, Elle aura 1 an, là, au mois de février. Et 32 événements, 9 retraites, 110 élèves formés sur 8 semaines pendant le confinement, 480 cours donnés. En si peu de temps. Oui, C'est et tu vois, incroyable. et d'ailleurs, alors, sur le confinement, c'est 110 cours que j'ai donnés, où il y avait en moyenne entre 300 et 600 personnes. Voilà, on pratiquait chacun chez nous. Donc oui, c'est vrai que quand on fait les comptes, on se dit waouh, en peu de temps finalement, ça fait quand même pas mal. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est aussi très chouette dans le fait de mixer des disciplines, c'est aussi alors déjà, c'est effectivement de sortir un peu des sentiers battus, de casser un petit peu les a priori. Enfin, moi, si je m'en tiens aux préjugés, je mange des graines, je médite Là, tu nous as parlé chaque de bière, c'est un peu jour. foutu, Mathilde. Voilà, en tout cas, j'ai un mode de Faut vie qui cacher est... ça, alors, faut vite cacher. C'est ça, c'est ça. En tout cas, j'aurais un mode de vie qui serait Proche du pigeon. ouais, un peu chiant, franchement, en tout cas, selon moi. Et en fait, c'est aussi voilà, montrer que, alors, par exemple, moi, dans mon domaine, que on peut avoir un mode de vie sain, on peut pratiquer le yoga, on peut même en faire tous les jours si on veut. Et à côté de ça, être bon vivant, aimer la bonne bouffe, boire du vin, voilà, aimer énormément de choses. Et c'est absolument pas incompatible. Et surtout, on peut pratiquer le yoga et faire aussi certains excès, entre guillemets, et c'est OK, en fait, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est aussi amener les gens à découvrir autre chose. Alors, soit parfois, quand on fait des doubles un peu ateliers comme ça, par exemple, typiquement sur un yoga et dégustation de bière, on a eu plus d'hommes que de femmes, ce qui n'arrive jamais. Un atelier. On sait ce qui les a fait venir, mais yoga, au moins, bien sûr. ça leur a fait découvrir un cours de yoga. En tout cas, ça leur a donné une expérience du yoga. Et ils ont pu quand même découvrir et se faire un avis. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais en tout cas, on se fait un avis, on a essayé. Donc ça, c'était chouette. Et je pense, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un événement où c'était, donc, moi, je m'occupais de la partie yoga. Et on avait d'ailleurs, je ne sais même pas comment il se définit, mais en tout cas, une personne qui a fait un bain sonore. Donc un bain sonore, il avait plusieurs dizaines d'instruments qu'il a rapportés d'Inde. Donc des gongs, des bols, des choses comme ça. Ouais, des carillons, d'ailleurs j'en ai vu. Hein. Ouais. On a tout Voilà, ici. vraiment, mais je ne connais même pas le nom de tous les instruments, mais énormément d'instruments qui ont des sons absolument magnifiques. Et donc pendant 1 heure, il joue de ces instruments. Alors en allant sur des choses très agréables à écouter, sur des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus dures, qui viennent un peu nous secouer, on va dire. Et pour le coup, il y avait, voilà, sur la vingtaine de personnes qui étaient présentes, il y avait une personne qui savait réellement ce que c'était qu'un bain sonore, qui l'avait déjà fait, mais les 19 autres personnes, autant le yoga, ça leur parlait, le bain sonore, pas du tout, mais elles se sont dit, tiens, bon, dans la description, ça a l'air sympa, on va y aller. Et voilà, ces personnes-là ont découvert ce que c'était que le bain sonore, ont vécu cette expérience.
qui pour beaucoup a été d'ailleurs une très très belle expérience. Mais voilà, c'est aussi permettre de faire passer les gens d'un univers à l'autre, de faire découvrir aussi d'autres professionnels, d'autres intervenants, et créer des connexions comme ça. Ouais, Et sûr. d'ailleurs, encore tout à l'heure, je discutais avec une amie qui, elle, créer des journées bien-être, pas des semaines, pas des week-ends, vraiment juste des journées bien-être, Elsa Manceau, voilà. Et en fait, je sais plus, elle m'avait filé un petit coup de pouce sur un truc et elle me dit, mais de toute façon, et donc je la remercie et elle me dit, de toute façon, enfin, c'est l'entraide en fait entre nous tous qui fait la différence. Et c'est vrai, si on reste, comme j'ai dit tout à l'heure, si on reste dans son petit monde, Ils sont précarés, en fait. bah, il va se passer des choses, mais peut-être pas autant en fait. Et moi j'aime bien l'idée du rayonnement, de rayonner. Et je pense qu'en fait, voilà, il y a vraiment un peu cette image de chacun à son échelle peut rayonner sur les autres. Et en fait, ça nous... Comment dirais-je? C'est l'effet papillon, un petit peu, Oui, puis le voilà, petit pas c'est du ça. colibri. C'est ça, ouais, tout à fait. Mm. Et donc voilà, il y a vraiment cet effet de rayonnement et d'aller à la rencontre vraiment que ce soit des pratiquants de yoga, d'autres professionnels, d'autres corps de métier. Et on peut faire des choses absolument incroyables en fait. La rencontre, évidemment, c'est aussi comme ça qu'est née cette émission. La rencontre pour moi avec Marc Bah Leval. Non, mais vraiment, il y a des rencontres comme ça qui changent la vie. Et puis, vous parlez aussi de mélanger, bah oui, les deux disciplines. C'est aussi pour ça que vous êtes réunis sur le plateau de Danser sa vie. Partagez Pourquoi vos... pas un jour, yoga voilà, claquette. écoutez ça, vous pouvez voir. Et puis, il y a aussi, je disais, il y a la rencontre. Il y a des rencontres plus importantes que d'autres. Toi, Fabien, tu croises la route de Jean Dujardin. Dans le film The Artist, tu as un petit peu mentionné ça. Et ça change quand même beaucoup de choses dans ta notoriété, ta visibilité. En fait, souvent, on te présente comme ça. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup d'émissions dans lesquelles tu interviens. Oui. C'est c'est Fabien Ruiz, coach de The Artist. Oui, et c'est souvent d'ailleurs, non, Fabien Ruiz, coach de Jean Dujardin. Ah, coach et de Jean je Dujardin, rajoute toujours, pardon. et Bérénice Bejo. Oui, voilà, exactement. D'abord Donc, parce on que va voir c'est des elle qui photos m'a d'ailleurs. contacté, la première, et je l'en remercierai jamais assez, parce que c'est vrai que c'était un très, très, plus qu'un grand bonheur. Ça a été un épisode incroyable. Mais je n'étais pas destiné même, au départ j'étais que coach, puis après je suis devenu chorégraphe du film. Donc maintenant c'est une absolument magnifique carte de visite. C'est-à-dire que quand j'ai fait The Artist, donc c'était le tournage a eu lieu en 2010, le film est sorti en 2011, et les Oscars étaient en 2012. Mais donc j'ai travaillé tout 2010 sur ce film, toute l'année 2010. Ça faisait déjà, que je ne dise pas de bêtises, ça fait déjà un peu plus de 20 ans que j'étais claquettiste. Que j'avais fait l'Olympia, le Théâtre de la Ville, le Casino de Paris, que j'avais tourné partout. Oui, tu avais déjà une notoriété, une J'avais été expertise joué à Los qui était là. Angeles, j'avais été invité au festival d'été de Los Angeles, j'avais joué dans des tas et des tas de pays, j'avais déjà fait un peu le tour du monde. Mais il ne reste effectivement que ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire au sens tout à fait souriant du terme, c'est-à-dire qu'effectivement on a deux acteurs extrêmement connus et du coup ça donne un point de repère aux spectateurs et même aux présentateurs, à la personne qui vous présente sur scène, Bien sûr. qui va systématiquement, ça peut être un chef d'orchestre, ça peut être un présentateur d'un spectacle, qui va s'appuyer là-dessus pour mettre une espèce de référence. Et en même temps, voilà, c'est important parce que les gens peuvent s'appuyer Et moi, je là-dessus trouve pour ça après. formidable. Ouais. Je trouve ça formidable parce que oui, effectivement, ça permet de s'accrocher quand on est footballeur, par exemple, et qu'on est sélectionné en équipe de France. Ben, très vite, ça se rajoute la phrase, parce que on peut dire le nom du footballeur, mais si on dit il a été en équipe de France, ah oui, d'accord. Et si on dit qu'il a été, je ne sais pas, vice-champion du monde comme cette année, ou champion du monde en tel... Là, tout de suite, ça... Alors après, quand les gens sont à ce niveau-là, bien sûr, le nom seul suffit. Si on dit le nom en lui-même du footballeur, il a... Comme un acteur, quand on dit le nom d'un acteur, mais si le comédien n'est pas connu, on va rajouter... quelque chose qui donne une caution presque, en fait. Voilà, finalement, qui a c'est joué ça dans qui la se cour passe. d'honneur au Festival d'Avignon. Ah oui. Oui, c'est ça. Et tout de suite, ça donne une espèce de curseur. Et donc, moi, mon curseur, effectivement, c'est chorégraphe du film The Artist.
et souvent on rajoute, enfin même c'est souvent avant, coach de Jean Dujardin. On va rajouter Bérénice Bejo. Bejo. Alors, je suis sûre que tu es comme moi, Mathilde, tu aimerais bien avoir des petites anecdotes de tour. Ah bah. Comment ça se passe de travailler avec ces deux-là? Et en plus, pour un film dans lequel les claquettes ont une importance... C'est ça, mais c'est ça qui m'a, moi, c'est ça qui m'a passionné. En dehors du fait que quand d'un seul coup vous avez quelqu'un qui vous appelle et bonjour, je m'appelle Bérénice Bejo, que j'avais vu dans SS77 bien sûr et que j'avais vu dans Meilleur espoir féminin, le film de Gérard Jugnot, donc qui était une actrice que j'admirais déjà et que c'est elle qui vous appelle. Ça fait toujours. Je crois pas que c'est une blague au départ. Non, mais j'ai eu pas mal de coups de fil comme ça, effectivement. Très surprenant. Je ne veux pas tout raconter, mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte à qui on parle. Oh, pétard, je viens de parler. Ah oui, d'accord. Et donc, elle, c'était déjà un vrai plaisir. Est-ce que vous pouvez me donner des cours de claquettes? Parce que j'ai un film là dans 9 mois qui va se tourner. Et il faut absolument que j'apprenne. Je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait de danse, j'ai jamais fait de musique. Incroyable. Quand on voit le film, on a du mal à croire qu'elle n'avait jamais voilà, fait de claquettes. Donc les cours se passent comme avec n'importe quel élève lambda, c'est-à-dire c'est des cours de claquettes. Sauf que la seule différence, c'est qu'il y a un but, une finalité avec une date précise. Ça, le temps est quand même très restreint. Alors, elle s'y était prise en avance. D'ailleurs, elle me l'a dit. Hein. Moi, franchement, je suis pas doué. Il faut que je m'y prenne en avance, etc. Et elle a eu tout à fait raison, parce qu'elle a dit, si on attend que la production, moi j'en ai fait 5, des longs métrages, la production, elle appelle au dernier moment. 3 semaines avant, quoi. Ah mais moi ça m'est arrivé qu'on m'appelle la veille, parce que demain on tourne et le type il a une idée, voilà, le producteur a une idée, en fait on va rajouter. Tiens, pour demain on va rajouter ça. Et là ils se rendent pas compte que c'est pas comme ça en claquant des doigts. Là, elle a eu entièrement raison. Et la production, ils vont appeler vers le mois d'avril ou mai. Non, non, là, on est en décembre. Moi, je veux qu'on commence parce que le tournage, il a lieu en septembre prochain. Donc, on avait le temps. Puis après, effectivement, la production m'a appelé qu'en avril. J'avais toujours pas l'acteur. J'avais su après que c'était Jean Dujardin. Et lui, j'ai eu les cours avec lui. Du coup, donc, je suis parti de zéro avec Bérénice, on a monté. Je suis parti de zéro avec Jean, on a monté. Donc, je les prenais évidemment séparément. Mais les cours en eux-mêmes sont la pédagogie est la même, je dirais, sauf que c'est beaucoup plus condensé. Et surtout, c'est là où c'était important pour moi, étant un passionné de cinéma, parce qu'en dehors du fait d'avoir fait du cinéma, je suis aussi un très grand collectionneur de pellicules, de films anciens, etc. J'ai une très grosse collection de films sur pellicule. Je suis passionné du cinéma américain des années 30, 40. Et là, paf, on a un film qui se passe exactement dans cette période-là. Je suis un grand amateur, comme mon oncle, de Buster Keaton. On est pile au moment où, 1928, paf, le cinéma devient sonore. Et avec tout ce que ça a amené de scénarios, de choses absolument hallucinantes, je parle dans la réalité de l'époque. Et Bérénice me passe le scénario du film qui s'appelait pas encore d'ailleurs The Artist. Et je lis le scénario, parce qu'elle m'avait dit, tu verras, les claquettes, il y a quand même une raison. C'est pas juste comme... Il y a énormément de comédies musicales où les claquettes, enfin en tout cas les morceaux dedans sont complètement gratuits. Ils sont juste là pour agrémenter mais c'est le film. bien quand même. Bien sûr que c'est magnifique. mais il y a des films dans lesquels mais il y en a très peu. C'est 1% des comédies musicales dans lesquelles ça sert l'histoire. Et là, c'est même pas que ça sert, c'est que c'est carrément le dénouement. C'est la fin de l'histoire. C'est qu'il va être sauvé de sa situation, le fameux personnage Georges Valentin, qui ne sait pas communiquer, qui n'arrive pas à passer la barrière du son, même dans sa propre vie, avec sa femme, il lui parle plus. Finalement, il a des rapports qu'avec son chien. C'est vraiment ça l'histoire. Hein. Le chien est très très important dans le scénario. Il se ferme de tout le monde, du monde du cinéma. Son producteur le laisse tomber et il est à la rue. Il devient, lui qui était la star du mai, devient un clochard. Et son petit ange gardien qui s'appelle Pépi Miller, je me permets, Bérénice Bejo, le sauve en lui disant « Mais non, il y a une chose que tu sais faire et tu vas rebondir. Le cinéma est sonore, tu sais faire des claquettes. Du coup, les claquettes, c'est sonore. » C'est ça qui fait après Donc tout ça n'est pas dit switch. c'est pas marqué, hein, c'est un filmé, mais les dialogues sont marqués. Non, on le comprend dans le scénario. Et là, on voit le producteur qui l'avait laissé tomber, qui est « Oh là là, mais c'est génial !» Et du coup, ça va être le début de l'histoire de la comédie musicale, et en même temps, ce personnage qui va être sauvé. Et là, moi, en tant que claquetti, je me dis « Mais
On ne peut c'est pas faire un génial, plus ouais. beau scénario Bien sûr. pour servir sur un plateau les Puis claquettes. ça te donne effectivement une caution, une reconnaissance. Et c'est un peu ce qui se passe, toi, Mathilde, alors dans un autre cadre, mais toi, c'est la reconnaissance des réseaux. Enfin, c'est-à-dire que tu as une communauté qui te donne aussi, j'imagine, à un moment donné, une certaine caution, une certaine autorisation. Alors, tu dis pas influenceuse, c'est le mot qui est utilisé. J'aimerais bien que tu me parles de ça, justement, de comment ça peut-être donne un élan, une visibilité plus grande et qui permet de faire peut-être plus de choses. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu en effet comment dirais-je, un peu le passe-droit parfois même, et pas forcément toujours à juste titre, hein. D'ailleurs, le fait effectivement d'être un peu suivi, reconnu entre guillemets, qui est une toute petite reconnaissance et un grain de sable, hein, Mais on te présente comme mais ça dans certaines interviews, j'ai entendu. oui, Mathilde YogiFit, donc on te présente avec en plus le nom, 50 000 abonnés sur Insta. c'est vrai. Et il y a des fois d'ailleurs où j'ai demandé à ce qu'on ne le mentionne pas. Mm. Parce que en fait, au-delà d'un chiffre, on est bien plus que ça, en fait. Mais c'est vrai que, oui, pour, je sais pas, enfin voilà, pour parfois une marque avec laquelle on va travailler, pour eux, c'est plus vendeur, entre guillemets, d'annoncer effectivement, un peu comme une caution, comme tu disais, hein. Alors, bon, dans un registre complètement différent quand même, mais effectivement, une espèce de caution et presque un gage de qualité. Ouais. Là où, alors, je pense que globalement, les gens qui me contactent, bon, moi, c'est vrai que j'essaie de bien faire mon travail et je pense qu'en tout cas, les projets dans lesquels je m'engage, c'est parce que j'estime pouvoir le faire et avoir les capacités de le faire et de le faire bien. Mais on peut aussi contacter une personne qui certes a un gros nombre d'abonnés et puis en fait que ça se passe pas Oui, forcément être très bien. déçu. Dans quelle mesure c'est un gage de qualité? Enfin, ça n'engage à rien en fait. Mais Est-ce que ça favorise pas quand même certaines propositions? Est-ce que ça facilite pas Bien quand même sûr. un déploiement de ton activité? Complètement. Et, Moi, quand j'ai commencé, enfin quand je me suis formée, finalement, j'avais déjà cette communauté qui était bien en place et j'ai pas eu finalement à créer, Ouais. à aller chercher entre guillemets mes premiers élèves, mes premiers clients. Presque les gens attendaient, ils me disaient bon, allez, c'est pour quand la Et te formation? suivre quand tu proposes des choses. Tout à fait, aussi. c'est ça. Alors après, je pense qu'il y a les gens qui reviennent, en tout cas, voilà, je me dis, les gens reviennent. Donc c'est que au-delà de l'aspect, je suis content, je vais pouvoir la rencontrer, elle propose quelque chose, ça doit être bien. Quand les gens reviennent, c'est qu'a priori, en tout cas, ils ont été convaincus et qu'en effet, ça leur a plu dans la réalité, en tout cas. Mais oui, bien sûr, ça ouvre des portes et je pense qu'après, en fait, il faut utiliser vraiment avec bonne intelligence cette petite notoriété, vraiment j'insiste sur le petit parce que c'est pas grand-chose finalement, mais sur cette petite visibilité qu'on a, parce qu'en fait on peut faire des choses absolument extraordinaires. Je me souviens que par exemple, c'était en décembre l'année dernière, donc bon, le social coule toujours un peu dans mes veines. Tu dis d'ailleurs que c'est toujours ton métier, que tu es toujours diplômée quand on te dit que tu as switché, tu as toujours à Oui, l'intérieur de toi. Alors, ça y est, maintenant j'arrive à dire, quand on me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Prof de yoga, chef d'entreprise, ce mot qui au début fait quand même un peu peur. Donc voilà, je me définis plus comme assistante sociale, même si c'est vrai que j'aime bien le mentionner pour aussi montrer avant tout ça, il y a aussi quelque chose qui est bien présent. Ça donne de la densité fondation. à ta pratique, effectivement. Oui. C'est ça. Et puis c'est aussi, ça vient, comment dire, ajouter des petites touches en fait dans ma pratique. Ça influence la personne que je suis et puis ma façon de travailler et de pratiquer. Mais du coup, voilà, j'ai toujours un peu cette fibre sociale. Et par exemple, en décembre dernier, je me suis dit, quand je bossais à la maternité, il y avait une asso que je sollicitais très souvent qui s'appelle Un petit bagage d'amour et qui fournit en fait des colis de naissance pour les familles en situation de précarité qui ne peuvent pas forcément arriver à la maternité avec tout ce qu'il faut. Je me suis dit, ok, on va faire un cours de yoga qui sera complètement gratuit. La seule chose, c'est que les gens s'engagent à ramener des affaires pour des nourrissons, du neuf, de l'occasion, peu importe. Bon, effectivement, cette visibilité, ça m'a permis déjà de trouver un lieu gratuitement. Donc j'en ai parlé notamment. Ça facilite certaines démarches. C'est ça. Donc on s'est retrouvés au Crone Plaza République, qui est quand même un hôtel magnifique et qui avait de grands espaces, parce que des grands espaces à Paris, pas toujours simple de les trouver.
Et puis bah, forcément, les gens ont vu ça et ils se sont dit, bah oui, donc on a eu quand même beaucoup de monde, on a pu récolter énormément de choses pour cette association voilà, qui était ravie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire et qui est en partie possible grâce à cette visibilité. Et même pendant le confinement, le tout premier, celui qui a duré 8 semaines, bon, bah, j'étais chez moi comme tout le monde, toute seule. Je me suis dit, bon, bah, les journées vont être un peu longues, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bah, qu'est-ce que je sais faire? Du yoga. Alors, je télétravaillais encore pour l'hôpital à mi-temps, mais ça ne m'occupait pas du coup tout mon temps. Je me suis dit, bon, bah, le premier soir, le tout premier soir du confinement, une amie était, elle, prof fitness pilates. Elle me dit, bah, écoute, c'est quoi, on va lancer des lives sur Instagram. Et moi, je le fais à 17h, toi, tu le fais à 18h. Comme ça, les gens peuvent même faire les deux. Et puis au début, j'avais ouvert une cagnotte. Voilà, je disais, bah, vous mettez ce que vous voulez dans la cagnotte. Et puis, en fait, première semaine, il y a eu quand même beaucoup de dons. Je me suis dit, bon. Les participations libres, c'est Ouais, quelque chose qui fonctionne bien? tout le monde ne le faisait pas, mais en tout cas, il y avait vraiment des gens qui avaient bien participé. Et j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de récupérer cet argent pour moi. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, finalement, alors déjà, je me suis dit, ok, les gens s'engagent, c'est quand même hyper chouette. Et donc, je me suis dit, bah, très bien, toutes les semaines, jusqu'à la fin de ce bon vieux confinement, on va collecter pour une association différente. Donc, on a collecté voilà, pour des associations vraiment diverses et variées, certaines en lien avec le Covid et d'autres pas du tout. Et en fait, toutes les semaines, j'ouvrais donc cette cagnotte, j'annonçais la nouvelle association et les gens donnaient. Chaque semaine, de plus en plus, ils étaient de plus en plus nombreux. Ils en parlaient autour d'eux, ça se repartageait sur les réseaux. Et en fait, on est arrivé, je crois que la dernière semaine, je crois qu'en une semaine, on n'était pas loin des 3 000 € en fait, à reverser pour une association. Et ça, c'est génial. Moi, ça peut se nourrir aussi des buts vertueux. complètement. Et puis c'était rigolo parce que les gens se mettaient un espèce de challenge. Allez, cette semaine, on fait encore plus et encore plus et encore plus. Tout le monde finalement avait un peu l'impression de se sentir un peu utile, de contribuer à quelque chose de un peu plus grand que soi, on va dire. Et ça, c'était notamment possible grâce à la visibilité. Donc voilà, on peut utiliser intelligemment cette visibilité alors certes pour développer son business, bien sûr. Oui, c'est quand même une fondation qui aide énormément. Mais on peut aussi aller au-delà et servir des causes. Je sais que par exemple, je parraine une petite fille au Sénégal par l'association Vision du Monde. Et j'aime bien en parler de temps en temps parce que je me dis, ça va pas intéresser tout le monde, mais peut-être que quand j'en parle, il va y avoir ne serait-ce qu'une seule personne qui va être interpellée, qui va aller voir, qui va me poser des questions et qui va peut-être aussi avoir envie de se lancer dans le parrainage. Et je sais que ça s'est déjà produit. Et voilà, et en fait, c'est utiliser aussi sa petite influence pour aller délivrer aussi certains messages. Alors, moi, je ne m'engage pas sur les réseaux sur des questions politiques, sur des sujets d'actualité qui font un peu débat, un peu brûlant, parce que j'estime que voilà, je ne suis pas là pour ça. J'ai des avis, mais je ne les partage pas forcément. Mais en tout cas, sur des choses plus sociales, caritatives, autour, je sais pas, même, j'ai parfois pas mal communiqué autour de la violence conjugale. C'est des sujets qui, moi, me sont importants et sur lesquels j'aime utiliser cette visibilité pour passer des messages et que peut-être ça aura un impact sur quelques personnes. Et toi, Fabien, tu utilises les réseaux sociaux? C'est pas forcément ta culture. Je ne sous-entends pas je suis d'une autre époque, mais je suis moi-même déjà d'une autre époque aussi, je pense. Donc, Non, mais justement, j'y pensais quand tu disais cette histoire de nombre de followers, de personnes qui vous suivent sur les réseaux, et que c'est vraiment un peu comme moi je disais par le fait d'être chorégraphe de artiste, c'est une référence, les gens peuvent le citer, etc. Mais en fait, ça existe depuis toujours, je pense. Ça a juste une transformation. Les écrivains parlent en nombre d'exemplaires vendus. Il a vendu 300 000 exemplaires de son livre. Ou par parrainage, et marrainage disques, aussi, les chanteurs, quand on remettait un disque d'or, c'était parce qu'on a vendu tant de disques, il a vendu 500 000 disques, 3 millions de disques vendus.
Et donc, ça a toujours été. Donc, moi, les réseaux sociaux, non, je m'en sers extrêmement simplement comme, comment on appelle ça, vitrine d'annonce, quoi, Oui. comme affichage. Voilà, je fais tel spectacle à tel endroit, tel jour. Voilà, donc j'annonce. Là, c'est le week-end dernier, je faisais le festival de Radio France. Donc j'avais mis 3-4 jours avant sur ma page Facebook le lien en disant voilà, je serai avec. En plus, c'était avec une artiste qui fait du beatbox et puis un percussionniste de l'Orchestre national de France. Donc c'était original aussi, encore un mélange claquette, puis beatbox, pour que les gens puissent percussion. savoir que ça existe, parce que Voilà, donc sinon, on moi, peut pas quand bien les te choses voir. me plaisent, exactement. C'est simple, ce qu'on appelle l'information. Enfin, pourquoi on met des affiches dans le métro de tel spectacle ou sur les colonnes Maurice, ou pour vendre un produit, bah, c'est pour dire que voilà, ce produit existe là, ce spectacle existe. Donc je m'en sers uniquement comme ça. Et puis voilà, j'ai mon site internet, mais je m'aperçois que depuis quelques années, plus personne ne va sur le site internet, ce qui avant était vraiment une vraie vitrine, puis c'était une espèce de boutique en disant bah voilà, si vous allez sur mon site, il y a déjà le petit bouton agenda, vous verrez mes dates, etc. Si vous voulez faire des stages, il y a des stages, voir des spectacles, c'est marqué. Et puis si vous voulez voir ce que j'ai fait, mon CV en gros, des photos, des vidéos, tout ça c'est sur mon site, mais plus personne ne va parce que maintenant effectivement tout fonctionne avec les réseaux et c'est là où je ne suis plus du tout au goût du jour puisque moi je n'ai pas d'autre réseau que ma petite page sur lequel j'informe de l'événement très prochain. Mais il y a la caution de coach de Jean Dujardin et Bérénice Bejo pour The Artist. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On pourrait rester des heures. On aurait pu faire le goûter, le dîner, le tout. Hein. On est bien chez ABC Talk. On aurait pu manger des graines. Des graines et des cookies. Des cookies. Et boire de... Merci Mathilde d'avoir accepté mon invitation. Donc toi, on te retrouve sur les réseaux, sur ton site aussi, qui est le même site pour le Solstice Event que pour YogiFit. En fait, c'est ça, une redirection qu'on trouve Tout à fait. Alors, facilement. Actuellement, on a encore 2 sites, mais c'est en cours. D'ici un petit mois, il n'y en aura plus qu'un seul, effectivement. Du coup, on communiquera autant sur les cours de yoga que sur les événements et sur les retraites qu'on propose. Donc oui, on mettra toutes les petites infos, de même pour toi. Merci beaucoup Fabien d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors si vous voulez que Danser sa vie devienne l'émission aux 1 million de followers, j'ai besoin de vous pour ça. Donc partagez, likez, commentez, parlez-en à votre boulangère, votre oncle, votre grand-mère, à qui vous voulez. Merci infiniment de nous avoir suivis et merci à vous d'avoir rendu ça possible. Un grand merci à la technique ABC Talk et à toi Marc. À bientôt.